La raison de ma vidéo d'aujourd'hui est la sortie en anglais du livre de mon ami Lev Pepsner intitulé Micro-standards de la pensée. Et le deuxième, pour ainsi dire, sous-titre Les outils TRIZ à l'ère de l'intelligence artificielle. Lev, candidat S-Science Technique, est un spécialiste reconnu de la théorie de la résolution des problèmes inventifs et maître TRIZ. À ma connaissance, et Kita, il n'existe pas plus d'une centaine de maîtres TRIZ dans le monde. Lev a développé un système de micro-standards de pensée pour résoudre toutes sortes de problèmes inventifs et créatifs dans des situations d'ingénierie, d'affaires et de psychologie sociale. Mais qu'est-ce que les micro-standards ? Je vais expliquer maintenant, puis je raconterai toutes sortes d'histoires amusantes tirées de son livre. On dit que tous les acteurs jouent avec des clichés. Un bon acteur se distingue d'un mauvais car le mauvais en a 4, le bon en a 400. Un cliché dans une profession, c'est une analogie qu'une personne utilise pour ne pas résoudre un problème à partir de zéro, mais utiliser une expérience passée et, comme on dit, l'appliquer à une nouvelle situation. C'est pareil dans l'invention, dans la créativité. Plus une personne connaît de situations types différentes, plus elle peut rapidement trouver une solution par analogie avec l'une de ces situations, son expérience ou plusieurs d'entre elles. Ce que j'ai le plus aimé dans le livre de Lev, c'est la façon dont on peut résoudre les problèmes qui se présentent à nous grâce à l'ingéniosité. C'est pourquoi j'ai sélectionné pour vous quelques histoires remarquables de ce livre et je vais les partager. Et si cela vous plaît, vous trouverez un lien vers son livre dans la description. La seule chose, c'est que le livre est en anglais, donc pour le lire, il faut au moins savoir lire en anglais. Bon, commençons. La première histoire s'appelle « Gratuit vaut mieux que pas cher ». C'est étrange, non ? Oui. Voici l'histoire que Lev raconte, l'une des organisations de défense des droits des retraités aux États-Unis. Elle a proposé aux avocats de fixer des tarifs préférentiels pour les personnes âgées. Les seniors, n'est-ce pas, ceux qui ont plus de 65 ans, un avocat facture généralement entre 150 et 300 $ de l'heure. Offrir ces services aux seniors pour 30 $ de l'heure, n'est-ce pas ? Toutes les organisations contactées ont répondu sans équivoque. Eh bien non. L'association a changé de tactique et a de nouveau envoyé des lettres formulant leurs propositions différemment. Pouvez-vous aider ? Voilà. Les seniors peuvent te conseiller gratuitement ces personnes âgées, défavorisées et à faible revenu. Et il s'est produit, à première vue, quelque chose d'inattendu. Une part importante des juristes a accepté. Où est-ce la logique, me direz-vous ? Pourquoi les juristes ont-ils refusé de recevoir, disons, 30 $ mais acceptent-ils de travailler gratuitement ? Et les psychologues diront rien d'étonnant. Tout cela est déjà écrit dans nos manuels. La raison, c'est que le chèque fonctionne dans 2 systèmes de mesure. L'un est marchand, l'autre est social. Dans le système marchand, l'intérêt guide le comportement d'une personne. Par exemple, si vous achetez quelque chose ou si vous cherchez un emploi, le prix ou la valeur joue un rôle principal dans la prise de décision. Elle montre combien vaut un produit et si vous êtes prêt à accepter ce prix, ou combien les autres vous évaluent, et si vous acceptez cette évaluation. C'est tout à fait différent. Vous vous comportez autrement dans la sphère sociale. Là-bas, vous fonctionnez selon les normes sociales. C'est le temps de la morale. Nous tenons la porte pour que quelqu'un puisse passer facilement. Et sa gratitude nous suffit. Oui, nous laissons notre place à une vieille dame dans le bus sans attendre qu'elle nous donne une pièce. Mais ces actions renforcent notre estime de soi. Elles nous montrent que nous nous comportons conformément à la morale acceptée dans la société. C'est exactement ce que les avocats ont fait dans le cas que nous venons d'examiner. Ils étaient prêts à travailler, selon le tarif habituel, ou aider gratuitement, par compassion. Mais ils étaient catégoriquement contre le fait de travailler pour 30 $ de l'heure, parce que, je vaux 300 pas 30, n'est-ce pas ? Si vous n'avez pas la possibilité de payer le travail au prix du marché, la solution peut être de transférer ce travail dans le domaine social, où il est effectué gratuitement, sur la base de motifs moraux ou d'intérêt public. Donc une personne travaille soit pour de l'argent, dans des conditions de marché, soit par motivation sociale. Si vous indiquez un prix, vous placez la personne dans une situation de marché, ce qui change radicalement son comportement et ses évaluations lors de la prise de décision. Si vous ne payez rien à la personne, vous la placez dans une situation d'ordre social. Souvent, cela s'avère plus avantageux que de la placer dans une situation de marché. En proposant une faible rémunération, ce qui l'offense. Le récit ou l'histoire que Lev commence s'appelle « Moi-même » et il y a un point d'exclamation. La culture culinaire américaine a commencé à se former quelque part dans les années 30
Vers le milieu du siècle, elle a atteint son apogée comme cuisine basée sur des produits semi-finis et des conserves. La nourriture américaine est assez savoureuse. Mais surtout, elle est en accord avec l'esprit de l'époque. Elle est rapide, dynamique, elle n'est pas prétentieuse, elle ne demande pas beaucoup d'efforts à préparer. L'une des tendances a été l'apparition de mélanges secs pour la pâtisserie. Ce sont des préparations toutes faites pour les cakes. Mais les cuisiniers ont eu une mauvaise surprise. Les ménagères refusaient pas d'acheter des mélanges prêts à l'emploi pour les cakes. Pourquoi ? Pratiques et rapides, elles ne demandaient aucun effort. Il fallait juste ajouter de l'eau et enfourner. Pourquoi alors les ventes ne décollaient-elles pas ? Pourquoi les ménagères refusaient-elles de les acheter ? Les psychologues ont trouvé la réponse. Un mélange trop simple. Un mélange beaucoup trop simple qui privait la maîtresse de maison de toute possibilité de créativité. Elle ne se sentait pas l'auteur du plat. Les gâteaux ne portaient pas sa touche, ni sa personnalité. Comprendre cela, c'était déjà la moitié de la solution. Les cuisiniers ont proposé un produit semi-fini et donné des recommandations aux maîtresses de maison. Elles devaient ajouter elles-mêmes des épices, des arômes, des assaisonnements, ce qui rendait leur gâteau unique. Et les ventes ont décollé. Pour susciter l'envie d'acheter le produit, il faut offrir un élément créatif afin qu'une personne achète un produit. Il doit pouvoir choisir lui-même les détails et créer sa propre version unique du produit qu'il appellera lui-même son plat signature. Une autre histoire qui m'a plu s'appelait « Il n'y a rien de plus permanent que le temporaire ». Qu'est-ce qui unit trois perles de l'architecture mondiale ? Je dis perles en plaisantant. La Tour Eiffel. Aussi le Centre Pompidou et la Grande Roue de Londres. Vous allez rire longtemps, mais elles étaient censées être temporaires au moment de leur construction. L'histoire de la Tour Eiffel est bien connue. Après avoir remporté le concours pour créer une structure architecturale comme pièce centrale de l'exposition universelle de 1889 dédiée au centenaire de la Révolution française, Gustave Eiffel a fait face à une vive opposition à son projet. La plupart des Parisiens pensaient que la tour défigurerait l'architecture de Paris. Pour faire avancer son projet, Eiffel a accepté de faire des compromis. Considérons la tour comme une structure temporaire, dont il obtenait le droit de propriété pour 20 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1909. Après cela, tous les droits revenaient à la municipalité de Paris, y compris le droit de démonter la tour. Et la municipalité a dit « Nous allons démonter la tour. Nous ne la mettons là que temporairement. » Il faut dire que les craintes sur le démontage étaient bien réelles. En 1903, la question de sa démolition a été sérieusement envisagée, car la mairie de Paris voulait réaménager le Champ de Mars. Et alors, Eiffel a initié, financé et promu toutes les expériences scientifiques menées sur la tour. Observations météorologiques, télégraphie sans fil, chute des corps, aérodynamique. Et en 1903, le capitaine Gustave Ferrier, avec le soutien d'Eiffel, a installé une station télégraphique militaire sans fil, une technologie qui se développait rapidement à cette époque. La portée des signaux, ce TSF, s'élargissait chaque année. Et l'importance stratégique de la station sur la Tour Eiffel est devenue évidente dès qu'elle a pu transmettre et recevoir des signaux sur de longues distances. Ainsi, le 1er janvier 1910, la concession accordée à Eiffel a été prolongée de 70 ans supplémentaires. La Tour Eiffel a été sauvée. Par la suite, plusieurs sondages ont été réalisés concernant le souhait des Parisiens de retirer ou de conserver la Tour Eiffel. Environ 0 Parisien a dit qu'il fallait l'enlever. Personne ne se pose plus la question maintenant, ils s'y sont habitués. Eh bien, la même chose s'est en fait produite avec 2 autres objets, pour ainsi dire. Bon, d'accord, n'en parlons plus. Une autre histoire amusante s'intitule « Poussé à l'absurde ». Cela s'est passé, je crois, à l'été 2014 probablement, quelque chose comme ça, dans la petite ville américaine de Brégus, où s'est installé le célèbre artiste américain Rockwell Kent. Il avait un caractère colérique. Un jour, lors d'une dispute avec son voisin, Kent l'a insulté et a failli dire « Je vais te… » promettant de le tuer. Bon, tout cela a été dit sous le coup de la colère. On dit bien des choses quand on est énervé, je ne sais pas. Mais le pharmacien rancunier, comme on dit, a décidé de se venger. Il a porté plainte pour insulte et menace de mort. Peut-être qu'il pensait vraiment que Kent en était capable. La situation devenait extrêmement défavorable pour Kent. Le pharmacien était aussi membre du tribunal, pour ainsi dire, donc il était bien connu en ville. Et la dispute avait eu lieu en public, il y avait pas mal de témoins.
Donc, Kent ne pouvait pas revenir sur ses paroles sous serment. Tout dépendait de la gravité avec laquelle sa menace de mort pouvait être prise. Est-ce que c'était dit en l'air, ou bien s'agissait-il d'une véritable menace? Si le juge considère que les menaces qu'en sont réelles, eh bien, la peine pourrait être lourde. Au tribunal, le juge Thompson a fait prêter serment à Kent et a commencé à poser des questions. Vous êtes accusé d'avoir proféré des menaces envers le plaignant. Est-ce exact? Aucune résistance. Oui, votre honneur. Quelles paroles avez-vous utilisées? J'ai parlé. Là, Kent s'est emporté et en a dit 10 fois plus que ce qu'il avait réellement dit. Espèce de lâche bas et sale chien, sale vermine rampante. Rampante. Monsieur Thompson est rampant, méchant, dégoûtant, puant. Je lui ai dit qu'il était un serpent. Stygien, stygien. Monsieur Thompson est un monstre, un rejeton de l'enfer. Des rires ont commencé à se faire entendre dans la salle. Le juge interrompt. Qu'avez-vous dit d'autre? Kent dit. Je me moquais de lui. Boubou, puis miaou, puis waf. La salle rit simplement. Finalement, le juge pose la question principale dont dépend l'issue du procès. Lestat a déclaré que vous l'aviez menacé de le tuer. Est-ce vrai? Un silence tendu s'est installé dans la salle. Je ne peux pas nier. Il y a des témoins. Oui, votre honneur, dit Kent. C'est vrai, j'ai menacé de le tuer et de le manger. La salle a éclaté de rire. Le juge avait du mal à retenir son rire et à réprimer son sourire. Il a déclaré « Vous êtes coupable, condamné à 5 $ d'amende, c'est comme 150 $ de l'heure, non ?» Ainsi s'est terminée l'histoire de l'agression contre le pharmacien. Cela aurait pu être ainsi. Si vous avez commis une erreur et qu'il est désagréable de l'admettre, mais qu'il est impossible de la nier, il faut la reconnaître, en poussant l'aveu à l'absurde avec des détails manifestement absurdes. Après cela, le fait reconnu sera dévalorisé et ne sera pas pris au sérieux. Il y a eu un exemple d'ailleurs très amusant. En 1758, Montazet est devenu archevêque de Lyon. Cela signifie qu'il était un politicien habile. Eh bien, comme tout politicien de cette époque, pour ainsi dire. À notre époque, il n'y a bien sûr pas de politicien comme lui. On lui attribuait certains petits péchés. Ils auraient ni facilement pu le discréditer aux yeux de son supérieur, c'est-à-dire l'évêque Bohane, et aux yeux du public. Alors, étant très malin, il a commencé à écrire des lettres anonymes contre lui-même, pleines de calomnies absurdes, et à les envoyer à l'évêque. L'évêque le convoque et lui dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il dit « Monseigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. » En conséquence, lorsque Bohanet a commencé à recevoir des lettres anonymes contenant des accusations véridiques contre Montazet, il n'y a pas prêté attention, parce qu'on y écrivait des choses 20 fois moins graves et, pour ainsi dire, 20 fois plus légères que dans ce qu'il recevait auparavant. Un autre exemple existe. Dans les années 90 du siècle dernier, l'usine qui produisait du titane s'est retrouvée dans une situation difficile. Elle avait de grands stocks inutiles de titane, mais il n'avait pas d'argent pour payer les salaires des ouvriers. Le directeur voulait vendre le titane et payer les salaires, mais le titane était un matériau stratégique et il était interdit de le vendre comme matière première. Le directeur a trouvé une solution de contournement. Des pelles ont été fabriquées à partir du titane. Pour les produits définis, tu n'es pas obligé d'indiquer de quoi ils sont faits, et elles ont été vendues à l'étranger, pour une belle somme. Au fait, encore une chose. Des choses étranges se passaient autour du titane. Elles concernaient une entreprise qui exportait à l'étranger des reproductions de meubles anciens. Ces produits en étaient pas très demandés et, selon les documents, ils étaient chers déficitaires. Mais l'entreprise continuait obstinément à exporter des canapés recouverts d'un beau tissu d'ameublement fixé avec des clous de finition en or. La ruse résidait précisément dans les clous. Ils étaient en or. Et avec chaque canapé, jusqu'à 1,5 kg d'or de contrebande était envoyé à l'étranger. Là-bas, les clous étaient remplacés par des clous décoratifs ordinaires. L'or était transféré, vendu, et les meubles étaient vendus. Peu importe ce qu'on en tirait, peu importe à quel prix on nous les achetait. Bon, très bien. Avançons vers la fin. Peut-être encore 2 histoires. Création de conditions critiques. En 1968, un inconnu a commis le plus grand braquage de l'histoire du Japon. Près de 300 millions de yens ont été dérobés. Cela s'est produit en plein jour, sans utilisation d'armes. Un homme vêtu d'un uniforme de policier a arrêté une voiture qui transportait les salaires des employés de l'usine Toyota. Il a déclaré aux gardes que la police avait reçu des informations selon lesquelles la voiture était piégée. Il fallait l'inspecter d'urgence. Naturellement, ils sont tous sortis de la voiture. Ils se sont éloignés d'un demi-pas. Il était monté dedans à fouiller ici et là. Soudain, il a crié « Courez, tout va exploser maintenant !»
Les gardes se sont enfuis paniqués. Et l'homme s'est rapidement assis au volant et est parti. Ils n'ont pas réussi à l'attraper. Et le crime n'a toujours pas été élucidé. S'il y a des restrictions qui empêchent d'agir comme il faut, créer une situation de crise où toutes les limitations et obstacles seront levés, ouvrant ainsi la voie à la solution recherchée. Eh bien, c'est probablement la dernière chose, non ? Chez Lev, cela s'appelle « indiquer sans indiquer ». C'est une histoire drôle. La Chambre des Lords du Parlement anglais est réputée pour son extrême courtoisie. Les attaques et la grossièreté envers un adversaire sont absolument inacceptables. Mais comment faire alors ? L'insulte doit être prononcée à haute voix. On en a très envie, mais sans enfreindre les règles de conduite dans la salle de la Chambre des Lords. Et voici comment cela a commencé. L'un des lords s'est adressé au président et a dit « Monsieur, le règlement de notre chambre m'autorise-t-il à traiter Lord Wellington de gros porc répugnant ?» « Non, répond-il. »« Alors, le président, le speaker de la chambre, vous ne pouvez pas traiter Lord Wellington de dégoûtant cochon gras. »« Dans ce cas, dit le lord, je suis obligé de renoncer à mon désir de traiter Lord Wellington de dégoûtant cochon gras. Bien que j'en ai très envie. Aïe, aïe, aïe. Alors, messieurs, s'il y a un sérieux soupçon concernant le comportement honnête ou malhonnête d'un adversaire, mais qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour une accusation directe, il est permis de parler publiquement uniquement de faits vérifiables, de données confirmées, et les soupçons doivent être formulés sous forme de questions ou de doutes, qui peuvent en servir de base à une vérification ou à une enquête. Dans ce cas, il est préférable de ne pas citer de nom, mais de faire comprendre de manière générale de qui il s'agit. Parfois, il est possible de recommander fortement à l'adversaire de ne pas faire ce que vous souhaitez qu'il fasse, mais de le formuler sous forme de négation. S'il te plaît, ne fais pas cela. Voilà ce que nous voulons rappeler. Pendant le premier mandat présidentiel de Donald Trump, de grandes caravanes de migrants illégaux arrivaient dans des pays d'Amérique centrale, mais on ne pouvait que deviner qui finançait cela. Il n'y avait pas de preuves directes, mais on voulait vraiment que tout le monde sache qui c'était. Cependant, des accusations directes auraient pu mener à des poursuites pour diffamation. Et alors Donald Trump a déclaré que quelqu'un avait financé le mouvement des caravanes de migrants. Il n'a pas donné de nom, mais il a dit qu'il ne serait pas surpris si le financier George Soros était derrière tout cela. Eh bien, avec une telle déclaration, il est impossible de poursuivre Trump pour diffamation, n'est-ce pas ? Eh bien, il ne serait pas surpris, mais il n'a accusé personne. Sur cette note positive, je voudrais conclure notre rencontre d'aujourd'hui. Et dans la description, je mettrai des liens pour acheter sur Amazon le livre de Lev Pevsner en russe, non, en anglais. Ou peut-être qu'il existe en russe. Regardez, oui, pour ainsi dire, tous les liens seront là. Pour vos amis qui ne savent pas lire le russe, l'anglais, eh bien d'ailleurs, vous voyez, j'ai commencé à raconter quelque chose, mais je n'ai pas tout vérifié moi-même. Oui, ce serait parfait si elle existait en russe et en anglais. Au revoir.